Donc, on en est maintenant un peu à la dernière phase du symposium comme tel. Et comme vous avez vu, depuis hier matin, on discute beaucoup banque postale, les banques sociales et l'impact social d'une banque qui serait postale et le rôle qu'elle pourrait jouer à la fois face aux grandes banques, mais aussi envers la population et certains groupes de la population et aussi envers les membres du syndicat et d'autres personnes. Donc, voir cet impact-là. Donc, on avait pensé faire une table ronde qui parlerait des répercussions sociales des services bancaires postaux. Et on a trois personnes qui vont nous parler un peu de ce qui se passe ou des points de vue qu'ils ont développés et qui touchent à la fois les aspects qu'on a vus avec les agences de paiement et de prêt, et ensuite les banques et le service postal. Donc, on va les avoir à tour de rôle et ensuite, on aura là un débat. Donc, la première personne, c'est Isabelle Fleurance. Donc, elle est la secrétaire fédérale de la FOCOM, donc Force ouvrière communication de France. Donc, elle est impliquée là, syndicalement depuis plusieurs années, joue un rôle à l'intérieur de son syndicat, a participé entre autres avec le syndicat Sud là, sur le référendum qui a été fait sur la banque postale et pour inciter les gens à participer. Donc, ils sont très actifs au niveau syndical et elle va nous parler de d'autres aspects de la banque postale. Donc, Isabelle. Merci, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Denis, je suis du syndicat Force ouvrière. Donc, je vous apporte bien entendu le salut fraternel de mon secrétaire général Jacques Dumont et qui vous souhaite beaucoup de réussite dans l'aventure que vous vous lancez pour créer une banque postale. Et je tiens également à vous remercier de m'avoir invité, à Denis et à tous les membres du syndicat STTP, de m'avoir invité à ce symposium qui était très riche, qui j'ai trouvé très intéressant et d'une grande initiative et d'une initiative courageuse de votre part pour vouloir créer cette banque postale. Et les débats ont été très très riches et très intéressants. Donc moi, je vais vous parler de la répercussion donc, sociale en deux parties. Donc une sur les citoyens et la population, et l'autre aussi les conséquences que ça a eu sur le personnel de la Poste et de la Banque postale française. Donc sur les citoyens... pardon. Donc, je tourne... mais c'est pas le bon transparent. Non, c'est pas. Ma clé, elle est dans le. Je coupe. So we have a small problem. Technical problem. Oui, technical problem. Oui, j'ai complété mon transparent hier soir pour compléter ce que disait Nicolas, ce que vous avez dit Nicolas hier matin, parce qu'on ne s'était pas concerté avant de venir. Donc, pour ne pas faire redondance, j'ai refait mes transparents. Oui, dans mon sac, attends. Sur mon stylo, non, par terre. Je vais y aller. Je peux commencer quand même. Je vais commencer un peu sans les transparents. Donc alors, notre banque postale française, donc c'est un peu l'avenir pour la Poste, puisque
elle a l'ambition de participer à hauteur de 65% du chiffre d'affaires de la Poste en 2016, puisque, comme dans tous les pays, on a aussi une forte chute du courrier. Et donc, jusqu'à 2013, c'était toujours le courrier qui était producteur du chiffre d'affaires. Et à partir de cette année, c'est 50 la Poste, et le courrier, et 50 la Banque Postale. Donc, et la Banque Postale a une ambition pour 2020 de réaliser 1 milliard de résultats nets. Donc on est une banque dans une phase très ascendante, et une banque qui a tout fait aussi pour satisfaire le public, pour être au plus près. Le client est au cœur de nos préoccupations. C'est d'ailleurs des slogans qui existent et qui sont diffusés par la Banque Postale sur les médias, à l'intérieur de l'entreprise. Et donc on a rénové aussi tous les bureaux du réseau de façon à ce qu'il soit plus agréable pour accueillir le public. On a fait des automates, on a mis des agents d'accueil pour qu'ils viennent au-devant des gens suivant leurs besoins, et évidemment toute l'équipe de spécialistes commerciaux, des experts, pour aller au plus près de leurs besoins et satisfaire surtout à leurs besoins commerciaux, pas leur vendre n'importe quoi, mais bien étudier leur situation personnelle, familiale, pour leur proposer le bon produit qui correspond bien à leurs besoins. Et donc, on a une très bonne image de la Banque Postale, puisqu'on est une banque publique, et on est quand même très rattaché au PTT, historiquement. Donc, les gens ont une très bonne image de nous. Donc, suite à un sondage IFOP, on est en 3e position des banques, bien qu'on soit une très petite banque, hein, derrière le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, qui sont quand même des très grosses banques françaises. Ah, pardon. Ah oui, merci. Voilà, donc il y a une très grande accessibilité bancaire aussi pour la population. On dessert 99% de la population. Donc, c'est-à-dire que presque tous les Français ont accès à des services bancaires de la Banque Postale. Et donc, on a ces 17 000 points de contact qui permettent aux gens donc de se rendre dans des points postaux et bancaires. Et donc, il y a une loi qui dit que chaque citoyen ne doit pas être à distance supérieure de 5 km à un point de la Banque Postale. Donc, de ce fait, on est très, très proche, très à proximité des clients. Alors, évidemment, comme on est une banque d'État, on a une grosse responsabilité et on a une grosse mission de service public. Et dans mon syndicat, on s'est toujours battu depuis la création de la Banque Postale pour que cette mission de service public puisse pouvoir être offerte à la population. Et évidemment aussi que l'État nous subventionne, ce qui n'est pas toujours gagné, hein. Donc, le patron de la Banque Postale a voulu montrer que la banque était proche du citoyen. Donc, le slogan de la Banque Postale a un slogan et s'appelle la Banque citoyenne. C'est la nouvelle appellation de la banque cette année. C'est la Banque citoyenne. Alors donc, comme on l'a dit hier, hein, on est la seule banque à accueillir les plus défavorisés, puisqu'on est en obligation de fournir un service aux plus démunis. Donc on est la banque on accueille donc les plus défavorisés que les banques rejettent. Bon, normalement les banques accueillent les plus défavorisés dans l'univers normal, mais comme ils n'ont pas d'argent, comme ça leur coûte trop cher en frais. Et donc, ils reviennent chez nous, puisqu'on est quand même la banque, bien que les frais ont augmenté depuis la création de la Banque Postale en 2006, on est la banque qui facturons le moins cher les frais aux clients. Donc, alors, notre banque, on distribue les prestations sociales, c'est-à-dire les allocations familiales. Le RSA, c'est le revenu minimum qui est donné aux citoyens qui n'ont pas d'emploi. Les allocations de chômage.
Et donc, le problème qui se pose, c'est que ces diverses prestations sont données aux clients en début de mois. Donc, ce qui veut dire qu'on a une influence énorme dans les bureaux de poste en début de mois. Et également, on a mis en place, pour tous les clients de la Poste, une banque multicanale, donc le réseau des bureaux de poste par accès physique, le téléphone dans les centres financiers, et également l'Internet. Donc on est submergé d'appels pendant ces débuts de mois. Et en plus, depuis la crise financière, ces appels ont doublé, étant donné que les gens sont de plus en plus pauvres et ont de plus en plus besoin de ces prestations familiales. Et également un phénomène nouveau qui est arrivé avec la crise, c'est l'incivilité. L'incivilité tant verbale dans les bureaux de poste que dans les centres financiers. C'est-à-dire que nos guichetiers se font souvent insultés, voire des fois violentés, blessés, se font jeter des porte-crayons, reçoivent des claques, etc. Donc ça, syndicalement, on intervient énormément contre les incivilités pour aider l'opérateur, le guichetier, à pouvoir affronter son client quand le client l'agresse. Donc ça, il y a des formations spécifiques. On est aidé par les médecins du travail, les assistants sociaux. Et puis, quand le salarié, le postier n'en peut plus de rester au guichet face à ces incivilités, il y a des études, il y a des possibilités de changer de service et aller vers le middle ou le back-office. Mais je pense que si vous créez une banque postale, il faudra faire très attention à l'incivilité, parce que c'est avec la crise et avec ce service social, ce service public qu'on donne aux plus défavorisés, on est vraiment victime de ces incivilités au niveau des postiers. Alors donc, on ouvre des comptes simples aussi à tous les clients les plus défavorisés. Donc ce livret A, dont on a également parlé hier, qui est un instrument qui permet de gérer l'aspect social et qui est sans frais. Donc, mais malheureusement, il coûte cher à la Banque postale et l'État devrait nous subventionne, mais nous subventionne trop peu. Et maintenant, on est en déficit sur ce service de moins 2,5 millions. Et en plus, les aides de l'État seront renégociées cette année en 2014 et on devrait encore nous baisser l'aide qu'on nous donne pour le livret A, ce qui va encore accentuer notre déficit sur ce domaine-là. J'ai oublié de tourner. Alors, on offre aussi à ces clients des cartes de crédit simples, sans découvert, mais qui stigmatisent le client. On voit que quand ils présentent cette carte, qui n'est pas acceptée dans tous les commerçants, chez tous les commerçants, souvent des cartes de retrait dans les distributeurs ou pour payer certaines choses, mais on voit que le client n'a pas d'argent, ça stigmatise le client. Donc, on est en train de créer une nouvelle carte, une carte normale, comme une Visa, comme une Mastercard, qui sera prépayée, donc il y aura une somme dessus, et comme ça, on ne verra pas que le client est pauvre ou n'a pas les moyens, et il pourra présenter sa carte dans tous les magasins, ce qui permet d'aider quand même le client de ne pas être classé dans une catégorie. On a également créé un service pour les plus démunis encore, qui s'appelle Appui. Donc ça, c'est sur une plateforme téléphonique, c'est dans le centre financier de Paris. Donc on a 30 agents du centre financier qui travaillent pour aider dans ce service. Alors donc, comme je vous disais, la crise financière accentuait la pauvreté au niveau des Français. Et de ce fait, on se retrouve avec des clients qui sont surendettés, qui ont de plus en plus de difficultés à faire face à payer leurs factures, électricité, chauffage, etc., leur loyer, et qui sont dans des difficultés énormes. Donc ce service est là pour les aider à les mettre en relation avec des organismes sociaux pour connaître leurs droits, parce que souvent ces personnes-là ne connaissent pas leurs droits. Donc on les met en relation pour connaître leurs droits. On les aide à monter un dossier de surendettement, de les mettre en relation avec les personnes pour les aider. Aussi au niveau du logement, s'ils sont au bord de l'exclusion, on les met aussi en contact. Et également, on les aide sur des démarches administratives en les mettant en relation avec des services administratifs. Donc ça, ce service, on l'a créé l'année dernière. Et on espère, ça fonctionne déjà
bien, mais on espère encore le développer pour aider encore plus le citoyen. Également, la Banque Postale fait des prêts à l'accession sociale aux organismes de logements sociaux, tels que les HLM, pour permettre la construction de logements sociaux. Ça, c'est aussi une nouvelle activité qu'on fait. Et on fait également des prêts, le microcrédit, pour l'accession sociale, donc aux particuliers. Et il y a eu le Crédit Immobilier de France qui faisait ce genre de prestations, qui a fait faillite l'année dernière. Donc c'est la Banque Postale qui a repris cette activité avec la Caisse d'épargne. Et normalement, c'est nous qui faisons actuellement le plus de microcrédits. Et comme on est une banque d'État, l'État nous a obligés à embaucher 300 anciens salariés du Crédit Immobilier de France à la Banque Postale. Donc ça, c'est des contraintes qu'on a de l'État. Bon, alors, la Banque Postale, bon, on est quand même, pour vous montrer les répercussions quand même, n'est pas qu'une banque pour les plus démunis. On est la banque de tous les Français et on a également des clients moyens et on travaille. La base de notre clientèle, c'était le client moyen, le client âgé, puisqu'on ne faisait pas de prêts pendant des années. On fait des prêts que depuis 2006. Donc, on avait surtout des clients qui plaçaient leur argent dans l'assurance vie, sur des produits d'épargne, mais pas de crédit. Donc, ce qui faisait qu'on avait des clients très âgés dans nos portefeuilles de clients. Et comme on ne faisait pas de crédit, les jeunes, leurs parents leur ouvraient des livrets quand ils étaient enfants. Et dès qu'ils avaient 17-18 ans, qu'ils avaient besoin d'acheter une voiture ou de faire un prêt, ils partaient dans les autres banques et nous, on perdait ces clients. Donc, ce qui veut dire qu'on a une population de clients très âgés. Et là, notre gros travail depuis 2006, depuis qu'on fait du prêt, et surtout du prêt à la consommation pour pouvoir acheter des voitures, prêter pour acheter des meubles, etc. Et sur le crédit immobilier, on est en train de travailler beaucoup sur les jeunes pour les faire venir à la Banque Postale ou surtout les fidéliser à la Banque Postale. Donc ça ne suffit pas pour augmenter notre chiffre d'affaires. Donc on a également développé la banque patrimoniale pour les clients les plus aisés. Et pour cela, on n'a pas pu le faire tout seul parce qu'on n'était pas structuré, on n'avait pas une infrastructure pour accueillir ces clients-là. Donc on a racheté une petite banque patrimoniale pour l'infrastructure et pour l'informatique, la BCE. Et ça fait 2 ans. Donc c'est en train de monter en puissance, mais on n'a encore pas beaucoup le résultat. Et on a également développé aussi le crédit sur le marché de l'entreprise, sur les collectivités locales, puisqu'on a récupéré aussi les collectivités locales suite à la faillite de Dexia. Et idem, on a dû aussi embaucher des salariés de Dexia par ordre du gouvernement à la Banque Postale sur ce domaine des collectivités locales. Et une nouveauté, pour encore augmenter notre chiffre d'affaires, la Banque Postale va développer en 2014 sur le marché des professionnels. Donc les professionnels jusqu'alors versent leur flux sur des comptes postaux, mais ne placent pas d'argent à la Banque Postale. Ils repartent tout de suite sur les banques pour faire des placements ou pour faire du crédit. Et donc là, on va s'adresser à cette population de petits professionnels et on va mettre en place 1000 conseillers professionnels jusqu'en 2017 et ça va commencer là en 2014 pour pouvoir augmenter le PNB, leur vendre des produits financiers et également leur faire des prêts. Donc, nos forces et nos faiblesses à la Banque Postale, on a un réel potentiel, mais on a beaucoup de difficultés à s'imposer en part de marché par rapport aux autres banques. Alors, les Français nous aiment bien, parce qu'ils nous prennent pour la banque de l'État, la banque sérieuse. On a récupéré des clients avec la crise en 2008, mais on n'est pas la banque pour faire des gros investissements. Ils ne nous en sentent pas capables, donc on a encore du mal à gagner des parts de marché. On est autour de 8% de parts de marché, tout englobé, le crédit, l'assurance, etc. Et on a aussi beaucoup de soucis pour équiper nos clients et à fidéliser nos clients. C'est-à-dire qu'on fait des prêts à nos clients et ils n'ont des fois pas la domiciliation de leur salaire sur un compte à la Banque Postale.
et ils n'ont pas non plus le réflexe d'avoir des cartes de crédit chez nous, etc. Il faut encore plus confiance aux autres banques qu'à la Banque Postale. Mais bon, cette bonne image vers les clients, ça nous conforte quand même, puisqu'il y a un potentiel, il y a un travail, il y a des choses qu'on peut faire. Mais on manque aussi d'innovation et de créativité au niveau du numérique, au niveau... On vend de la téléphonie et on ne propose encore pas le service de paiement téléphonique. C'est une réflexion qui va certainement voir le jour, mais on ne l'a encore pas. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la Poste, ça draine quand même 82% des flux de la Banque Postale. Et donc, actuellement, le défi postal, c'est de bancariser de plus en plus le réseau. Et donc, sur les 17 000 points de vente et les 3 000 bureaux de poste de plein exercice, on va spécialiser ces bureaux, des bureaux banques, des bureaux courriers, des bureaux automates, etc. Ça, c'est aussi un grand projet qui va venir pour encore plus satisfaire le client, mais qui, malheureusement, aura des conséquences sur le personnel. Et syndicalement, on sera très vigilant là-dessus. Et donc, du coup, ça me permet de faire le lien sur les répercussions sociales sur les personnels. Alors, les personnels de la Poste, puisqu'on a perdu 80 000 emplois en 10 ans sur les 4 métiers, c'est-à-dire sur les bureaux de poste, le courrier, les services financiers, le colis. Et donc, les personnels qui sont issus de... Les personnels qui travaillent à la Banque Postale, donc on a 2 statuts. On a 2250 personnes qui ont un statut de banquier pire, puisqu'on est une véritable banque. Et le reste, des 55 000 postiers qui prestent pour la Banque Postale ont un statut postal de fonctionnaire, l'ancien statut de la Poste. Donc, en 20 ans, tout ce petit monde-là a beaucoup travaillé. Ils sont adaptés à cette nouvelle organisation de la Poste, à se tourner vers le commercial. On a donc subi 2 réformes statutaires, 3 directives européennes et des réorganisations de services à répétition qui a vraiment eu des conséquences désastreuses sur le personnel. Parce que aussi les personnels n'étaient pas formés au commercial. Ils avaient l'habitude de rendre un service public et de ne pas proposer de produits aux clients, de vendre des produits. Tout ça, ça a été une transformation, une révolution pour les personnels. Et au départ, la formation n'a pas été adéquate. Et syndicalement, on a dû beaucoup se battre. Et je pense que ce qu'il faudra aussi faire, peut-être vous, pour bien former les gens. Parce qu'on a eu du mal à avoir des formations dignes de ce nom, surtout former les gens en amont sur les produits. Souvent, au début, les gens avaient un nouveau produit, ils le découvraient en même temps que le client. Ou alors, les gens qui étaient dans les back-office, qui étaient guichetiers, qui devenaient commerciaux, on les mettait sur un poste de commerciaux et on les formait en marchant, on les formait au fil de l'eau. Donc les gens étaient mal à l'aise, c'était très dur les débuts parce qu'on n'avait pas, la Poste et la banque n'avaient pas intégré cette formation en amont aux clients, au personnel. Donc syndicalement, on s'est battu. Au niveau, on a même dans les centres financiers fait un accord sur l'avenir des métiers bancaires pour que chaque fois qu'une personne, un postier était réorienté vers la banque, il soit accompagné tant sur la formation, tant sur son évolution professionnelle et sur la façon de réussir. Et alors, je vous dirais aussi que l'âge moyen des postiers, c'est 46 ans. Donc, on a un personnel assez âgé, et ce qui a aussi créé ces difficultés. Donc, on est allé très vite, et on a eu du mal à s'intégrer au numérique et à ce site commercial unique. Et à l'origine, on était une entreprise de main-d'œuvre qui est allée sur le high-tech. Donc, depuis 2013, on a 17 000 personnes qui ont basculé sur le commercial, donc c'est-à-dire 29%, et ce sera 55% en 2014. C'est-à-dire que plus de la moitié du personnel de la Poste va devenir des commerciaux. Donc là, on vient de nous annoncer également une nouvelle réforme en 2014 qui va fusionner les lignes un peu banque et réseau. C'est-à-dire que jusque maintenant, la banque travaillait avec son petit staff de banquiers sur les process, tout ça, et faisait faire par les postiers. Et donc, on avait l'impression que
bon, ça ne fonctionnait pas bien parce qu'il n'y avait pas de synergie. Chacun se rejetait un peu la balle. C'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. Alors là, la Poste nous propose une organisation du réseau des bureaux de poste, très bancarisé quand même, parce qu'il faut savoir que le président de la Poste, c'est l'ancien président de la Banque postale. Philippe Val était président de la Banque postale jusqu'alors, et donc on a beaucoup de banquiers qui deviennent nos patrons. Donc on a une fusion des lignes, mais plus bancaire que réseau. Donc tout ça, c'est évidemment pour satisfaire au mieux le client, et pour conquérir le plus de parts de marché possible et également se développer sur le crédit et la maîtrise des risques. Donc, notre banque postale, elle est perçue comme une réussite parce qu'on est quand même parti, on avait une base de départ, mais on a quand même, tout a été bâti grâce à l'investissement des postiers. Si les postiers ne s'étaient pas investis, la banque postale n'aurait pas réussi. Donc on a formé des postiers sur des postes de commerciaux. Ils sont devenus dynamiques, très, très compétents, très professionnels. Et par contre, on a aussi recruté des commerciaux externes qui venaient d'autres banques ou d'écoles de commerce. C'est-à-dire que depuis la crise aussi financière, on a plus facile à recruter des commerciaux dans les banques parce que finalement, on est plus stable et on paraît plus solide et on a plus d'avenir pour les jeunes à la Banque postale. Et on a aussi mis en place, pour recruter des jeunes qui sortent de l'école, l'alternance. Donc, ça veut dire que pour devenir conseiller financier, un jeune, après ses études supérieures, fait 2 ans d'études, donc moitié sur du pratique, au travail, et moitié à l'école. Et à la fin, il obtient son diplôme. Et généralement, on essaie de les embaucher à la Banque postale. Et on fait également la même chose pour un niveau école supérieure plus 5, un niveau universitaire de 5 années, qui permet aussi à des jeunes d'entrer à des postes de cadre supérieur dans l'entreprise. Donc cette nouvelle réforme qui est en train de se créer va permettre de créer aussi l'école de la banque, c'est-à-dire que ça va former en interne les commerciaux qui vont pouvoir avoir des diplômes équivalents aux diplômes universitaires grâce à cette école de la banque. Et ça vient de se créer. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce qu'on vient d'avoir l'annonce. Donc, on pense que cette école va permettre aux postiers commerciaux d'être plus à l'aise avec leurs clients, d'avoir une évolution aussi professionnelle plus importante. Parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur l'évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien être d'un niveau bas dans la hiérarchie de la Poste, le plus bas niveau, et arriver à un des plus hauts niveaux par passerelle interne, par concours interne. Et cette école de la banque va permettre aussi à ces commerciaux d'évoluer, de passer de guichetier à directeur commercial, etc. Donc un jeune pourra faire toute sa carrière à la Banque postale et aussi les gens qui sont à l'intérieur pourront évoluer sur d'autres postes et on utilisera la compétence de ces gens-là pour faire évoluer les postes. Donc au niveau des salaires, alors les salaires des commerciaux sont fixes, mais ils ont une rémunération variable sur ce qu'ils vendent. Donc ça entraîne énormément des répercussions sociales graves sur le personnel. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. C'est-à-dire qu'on a des commerciaux très stressés. On leur demande de produire et de vendre toujours plus, sans moyens supplémentaires. Ils ont une hiérarchie très axée sur le commercial, qui n'ont pas du tout d'empathie humaine, ni de RH pour jusqu'alors. Donc c'est pareil, syndicalement, on a mené des actions, on s'est battu pour que l'encadrement soit plus humain et qu'on associe le commercial avec l'humain pour que les gens ne soient pas pressurisés comme ils le sont actuellement. Et ça a entraîné d'énormes risques psychosociaux et d'énormes drames au niveau des postiers ces dernières années. Et donc ça, je vous conseillerais de faire assez attention
à ce changement de comportement, de travail qui entraîne quand même de grands risques. Et d'ailleurs, pour ce faire, mon syndicat, Force ouvrière, demain, c'est la journée mondiale de la santé au travail. Donc, comme on a beaucoup travaillé sur les risques psychosociaux et sur les drames qui se sont produits à la Poste ces dernières années, donc demain, nos militants en France vont remettre ce petit bracelet à tous les postiers pour bien leur montrer que la santé au travail, c'est une priorité et qu'on doit être bien au travail et qu'on ne doit pas souffrir au travail et on doit tout mettre en œuvre pour avoir des conditions de travail décentes et pour pouvoir exercer son travail dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, la création d'une banque postale, moi, je pense que, pour finir, c'est une très bonne solution. Et puis, je pense que c'est la solution pour pallier à la chute du courrier, puisqu'on est tous confrontés dans tous les pays à la même situation. Donc, je pense que les travaux vous permettent d'avancer. Et puis surtout, il vous faut l'aide de l'État, parce que c'est grâce aussi à l'aide de l'État qu'on a créé la nôtre. Et puis l'aide des citoyens, parce qu'on a été beaucoup aidés aussi par les citoyens, par le fait qu'ils avaient besoin de ce service, cette banque postale issue de la Poste, parce que les citoyens ont confiance en la Poste, ils ont confiance en leurs facteurs. Donc c'est important, et c'est là-dessus qu'on gagne des parts de marché aussi, nous, à la banque. Et puis, nous, on est toujours en recherche aussi de solutions originales pour le courrier. Alors, si vous en avez, on est preneur en France. Et puis, je vous souhaite beaucoup de réussite. J'espère que cette banque postale canadienne aboutira. Et puis, bonne chance à vous tous pour cette grande aventure. Et merci de m'avoir écouté. Alors, merci Isabelle. Je pense qu'en début de ta présentation, c'était vraiment les aspects qui sont une continuation que les travailleurs et travailleuses des postes ont fait durant toute leur vie en tant que facteurs, factrices, avec assurer la sécurité au niveau de quartier, vérifier les personnes âgées, leur situation, dont être vraiment un lien avec le public. Et là, on voit qu'avec la banque postale, ça augmente. Surtout l'aspect social de la banque. Je pense que ça a démontré cet aspect-là, mais en même temps, on voit aussi comment les directions agissent. Ils servent de ces situations-là pour pressionner les travailleurs, pour qu'on en fasse toujours plus. C'est quelque chose qu'effectivement, on reconnaît ici à Poste Canada, mais merci pour avoir donné cette dimension de la Banque postale en France, qui est en même temps là, une banque sociale. Donc, now we'll have another speaker, so it's Ken. Maintenant, nous avons un autre conférencier, Ken Lowenza Jr., qui travaille chez Unifor, mais qui est également très actif au sein du groupe Making Waves. Il travaille dans la région de Windsor, en Ontario, et il est là pour nous parler de ce qu'on appelle les prêts sur salaire, mais il semble qu'on ait changé un petit peu la terminologie autour de cet enjeu. Alors, je lui donne la parole pour vous expliquer ce phénomène et leur combat. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, Denis, merci infiniment de m'avoir permis de participer à ce week-end très important parrainé par le STTP. Une fois de plus, je désire remercier mon propre organisme qui m'a donné l'occasion d'être solidaire avec vous de la part d'Unifor, mais aussi je les remercie de me permettre aussi d'être un militant communautaire et de travailler avec d'autres groupes qui peuvent vraiment faire évoluer la société. Alors, je voudrais vous situer un petit peu. Il y a 2 ans, Making Waves ou Start Making Waves a été créé avec 90 organisateurs, des gens qui aiment la réflexion stratégique, et nous voulions justement nous battre contre le libéralisme corporatif. On s'est dit, bon, la démocratie est attaquée, nos droits sont attaqués, l'environnement, les services publics, les emplois, etc. Donc, le point de convergence pour nous tous était que nous
nous devions nous battre contre la puissance des grandes entreprises. Et en rentrant chez nous, on s'est dit que pour réussir notre organisation, il fallait des modèles. Alors, je voudrais remercier les acteurs nationaux, entre autres, qui ont permis à tout cela de se réaliser. À Windsor, nous avons organisé une assemblée intitulée « Les gens organisés peuvent triompher de l'argent organisé ». On a parlé des points de convergence, de ce qu'on pourrait faire pour travailler en dehors de nos silos, comment on pourrait s'entretenir mutuellement, comment on pourrait soutenir de nouvelles formes d'organisation, comment on pourrait habiliter la base et d'autres militants comme nous. Et il y a une chose qui est très pertinente pour la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait un groupe qui s'appelait les Voix contre la pauvreté. Et à Windsor, surtout les syndicats ont fait un excellent travail pour ce qui est de passer par Centraide pour faire des dons de charité. Et il y a même des agences et des organismes qui sont financés par Centraide. Et ils nous ont dit on n'a pas besoin de dons, de plus de dons. On a besoin de plus d'éducation dans la rue, plus d'organisation dans la rue, afin de nous battre contre les priorités néolibérales. Parce que sinon, l'égalité va continuer à croître et nous ne pourrons pas suivre. Alors, ils voulaient commencer à s'organiser autour de la question des gens qui profitent des gens. Je ne parle pas nécessairement de prêts sur salaire ou de ce type d'organisme, mais des gens qui volent les gens, au fond. Et c'était une initiative assez facile à lancer parce que finalement, quelles que soient les allégeances politiques des gens, il n'y a personne qui appuie l'activité de ces organismes parce qu'ils exploitent les gens. Et la réalité, c'est que, et là aussi je vous situe en ce qui concerne ces institutions, entre guillemets, c'est que 15% des Canadiens n'ont même pas accès à des services financiers de base au Canada. Et la raison en est suivante. Les banques ne s'intéressent pas à ce segment de la population. Et donc, ils sont forcés à s'adresser à ces services. Et nous savons qu'au Canada, plus de 60% d'intérêt, c'est de l'usure. Et ces prêteurs sur salaire ajoutent toutes sortes de frais qui font monter la note. Et mon ami Richard, que j'ai rencontré pendant Occupy, touche un chèque de 230 $. Il n'a pas accès à des services financiers. Alors, pour encaisser son chèque, on lui demande 30 $, ce qui lui laisse 200 $. Il y a une autre femme, Angela, avec qui nous travaillons au sein de la collectivité. Elle est vraiment fantastique. Elle a eu des problèmes. Elle avait quand même une vie assez bonne, mais en raison de la crise économique, elle a du mal. Et elle touche un chèque de 400 $. 6 fois par année, elle s'adresse à un de ses prêteurs sur salaire. Et pour obtenir une avance sur sa paye, on lui fait payer 90 $ pour une semaine. Donc, ça lui coûte, le taux d'intérêt est de 500 à 1000 %. Mais quand tu dois payer tes factures, on est toujours en train de jongler quand on se trouve dans une telle situation. Au centre-ville de Windsor, à l'heure actuelle, quand vous voyez ce genre de service qui est créé à droite et à gauche, c'est vraiment le signe des difficultés économiques quand on voit des magasins qui s'installent ici et là parce que ces magasins, ces prêteurs sur salaire vont justement dans les quartiers défavorisés pour profiter de la population. Nous avons élaboré une stratégie et l'une des premières, c'est qu'on n'allait pas opter pour une mobilisation massive. On voulait plutôt tenir une conférence de presse pour faire comprendre aux résidents de Windsor, Essex, ce qui arrivait à cause de ces services. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias étaient présents et à Windsor, il y a une sorte de lutte entre les classes. Et c'était intéressant parce que même dans le Windsor Star, les gens qui écrivaient se disaient justement qu'il faut se débarrasser de ces institutions. Et les gens posaient des questions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative? Et nous avons décidé de monter une manifestation devant justement un de ces magasins. Et il s'agissait
d'un magasin dont la province de l'Ontario vient de retirer sa licence pour consentir des prêts. Ils peuvent encaisser les chèques, mais ils ne peuvent pas consentir des prêts. Et le gouvernement a décidé de mettre fin à ces activités parce qu'ils font n'importe quoi. Alors, même si nos gouvernements ne sont pas toujours très fiables, même nos gouvernements commencent à se rendre compte de la catastrophe qui est créée par ces institutions, entre guillemets, pour nos collectivités. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a parlé de stratégie, on se demandait comment on pourrait faire progresser ce dossier. On parlait avec les gens qui représentent les pauvres et ils nous ont dit « mais il ne faut pas éliminer ce genre de services ». Et on a dit « mais comment ça, vous ne voulez pas les éliminer ?» Non, on ne veut pas les éliminer parce que qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a aucun autre service de ce genre qui nous permet de faire cela. Donc, il faut une alternative. Alors, je voulais vous dire, Denis, qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour tenir ce genre de discussion au sujet des services bancaires postaux. Et maintenant, les groupes communautaires nous disent, oui, on veut savoir ce que ça peut être une banque postale. Alors, le travail que vous faites ce week-end est fantastique. Nous voulons justement faire venir des gens à Windsor-Essex pour que les résidents puissent comprendre qu'il existe une alternative. C'est bien beau d'être toujours contre quelque chose et de parler de justice, mais c'est autre chose de pouvoir présenter une véritable alternative qui permet de remplacer ce genre d'institution. Alors, pour ce qui est des prochaines étapes, le 6 mai, nous allons organiser une plus grande manif et lors de cette manif, nous allons lancer une pétition. Et nous allons justement préconiser dans ce document que Post Canada reçoive une charte pour qu'on puisse commencer à créer des services, à éduquer les collectivités et faire comprendre aux résidents qu'il s'agit là d'une véritable alternative au lieu que les gens pauvres soient exploités par ces institutions. Et nous allons également inviter certains groupes à être de notre côté. Si on veut réussir, nous devons nous rassembler. Je sais que Acorn Canada a fait un excellent travail dans différentes régions du pays pour lutter contre ces institutions. Et lors de notre dernière manif, nous avons invité des gens de London parce que à Windsor-Essex, nous savons très bien que nous n'allons pas gagner au niveau de la banque postale en organisant simplement des manifs chez nous. Nous devons aller bien au-delà de Windsor, bien au-delà de la province et inclure d'autres. Et je félicite le Québec d'avoir justement interdit ce type de service et d'offrir des solutions au moins partielles. L'autre chose dont nous allons parler lors de la manif, c'est le genre de société dans laquelle on voudrait vivre. Comment les travailleurs sont-ils traités par ces institutions? Comment sont-ils payés? Quel genre d'emploi sommes-nous en train de créer? Quel genre de société allons-nous avoir si les travailleurs sont maltraités et d'autre part, les clients sont exploités à mort? Et on sait qu'un rapport a été préparé par Post Canada. Ça a été pas mal caviardé par le gouvernement Harper, mais ce rapport indique qu'il existe des solutions de rechange qui sont bonnes pour les travailleurs et bonnes pour la société. Nous allons également nous attaquer aux banques. Par exemple, les banques se sont retirées des quartiers les plus défavorisés. Et qu'est-ce qui a remplacé les banques? Eh bien, ces institutions de prêts sur salaire. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les banques investissent justement dans ces prêteurs sur salaire. Alors, c'est un mariage très intéressant, n'est-ce pas? Les banques ne pouvaient pas faire cela directement et donc maintenant, elles font ça de façon indirecte. Et en ce qui concerne le concept de making waves et de contester la puissance des grandes entreprises, bon, encore une fois, c'est une chose d'attaquer les politiques, mais comment on peut vraiment essayer d'enrayer les problèmes de structure très enracinés? Autre chose, il y a le mythe du secteur privé qui offre toujours de bons choix. Ça, c'est un mythe. Bon, bien sûr, les prêteurs sur salaire, c'est un excellent exemple. À un coin de rue, vous avez le prêteur sur salaire avec le panneau bleu. De l'autre côté, vous pouvez aller à l'autre institution de prêt sur salaire avec le panneau rouge. Ben, c'est ça les choix qui s'offrent aux résidents. Et je pense que les discussions que vous tenez ce week-end offrent de véritables choix aux Canadiens.
au lieu par rapport à ce qu'on voit actuellement. Parfois, la droite, vous savez, nous présente d'excellentes occasions. Et il faut justement qu'on soit organisé pour pouvoir profiter des occasions qui se présentent. J'ai parlé de liens tout à l'heure. Eh bien, il y a un éditorialiste au Windsor Star qui est complètement idiot et il a lancé une chronique où il disait, bon, on va se débarrasser des gens qui mendient au coin de rue. Il disait que ce sont des gens qu'il faut exterminer et il a dit qu'il faut surtout les sortir du centre-ville de Windsor. Et en fait, un conseiller municipal appuyait cette initiative et parler en termes très impolis aux personnes les plus vulnérables de la localité. Et ce conseiller municipal est maintenant candidat au poste de maire dans le comté de Essex. Et d'ailleurs, dans cet article, il disait que si vous êtes citoyen et vous marchez dans la grande rue centrale de Windsor, vous devez passer devant tous ces gens qui mendient. Et en fait, quand vous descendez cette rue, vous allez au contraire voir ces prêteurs sur salaire qui se trouvent à tous les 3 pas. Alors, nous allons dire qu'au lieu de s'attaquer aux pauvres, on devrait s'asseoir ensemble, arrêter de parler pour la galerie et trouver une solution. Et nous allons demander à ce conseiller municipal d'être le premier à signer notre pétition contre les prêteurs sur salaire. Et s'il refuse de signer la pétition, nous allons aller dans son comté pour mobiliser l'ensemble des résidents autour de ce problème. Parce qu'il faut cesser de nous en parler entre nous. Il faut maintenant parler de nos valeurs et de l'importance de nos valeurs. Le fait est que ces gens-là est-ce qu'ils sont du côté de ces prêteurs sur salaire qui exploitent les pauvres ou est-ce qu'ils veulent présenter de véritables solutions? Alors qu'ils signent ou non la pétition, le 28 et le 29 mai, vous savez que le SCFP tiendra son congrès. Et si les syndicats veulent réussir, nous devons vraiment nous mettre ensemble. Et ça, c'est une occasion en or. Là, les syndicats pourront être solidaires, appuyer les localités et dire « nous voulons nous débarrasser des prêteurs sur salaire, mais en même temps, nous voulons appuyer le STTP qui se bat pour obtenir une banque postale. » Alors, je voudrais conclure mes remarques en vous disant que nous travaillons avec des groupes à London. Nous essayons de travailler à la base pour élargir ce mouvement. Et ce n'est pas juste un enjeu qui touche les travailleurs ou le STTP. Il s'agit de créer une société, la société que nous voulons avoir. Merci. Yeah, so we've actually put up. Alors, nous avons créé un site web qui s'appelle Making Waves Windsor Essex. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens vont voir la pétition, on leur demande non seulement de la signer, mais nous nous en servons aussi comme outil d'organisation, de rassemblement. Nous demandons aux gens, est-ce que cela vous intéresse de participer à notre mouvement, d'en savoir plus sur ce qu'on fait? Alors, nous allons faire de la formation et si les gens sont intéressés, nous allons créer des écoles. Je sais qu'on en a déjà parlé avec le STTP pour essayer de comprendre ce que font ces prêteurs sur salaire et ce qu'il faut faire pour créer une alternative. Alors, nous essayons de créer une base progressiste qui correspond davantage aux besoins de la population. Merci encore une fois, Ken. C'est vraiment très stimulant de voir de quelle façon on peut partager nos luttes autour de cet enjeu. Et ça rejoint ce que disait Linda McQuaig hier. Une banque postale peut être un véritable point de convergence pour des priorités progressistes. Cela permet de faire converger les luttes de tous ceux qui veulent créer un monde meilleur. Et je pense que nous serons là aussi pour vous appuyer. Et Acorn est présent également aujourd'hui. Et nous parlons avec Acorn de ce type de problème et maintenant nous allons également leur parler des institutions de prêt sur salaire. Et vous avez dit quelque chose au début que je voudrais répéter. Vous avez dit les gens organisés peuvent triompher de l'argent organisé et je pense qu'il faut se rappeler
cet énoncé. Quand nous sommes bien organisés, quand nous avons une bonne structure et tout le monde est solidaire, nous allons remporter la bataille. Merci. Et notre dernier conférencier, c'est Ron Russo, qui est membre du STTP. Il travaille à Poste Canada. Il est président de la section locale de Whitehorse dans le Grand Nord du Canada. Et Ron est également vice-président pour les Autochtones au Congrès du travail du Canada. Et nous allons justement assister au Congrès la semaine prochaine et il va se présenter de nouveau. Et Ron va vous parler de ce qui est arrivé avec les services postaux et les services bancaires dans le nord du Canada pour qu'on ait une idée ou pour qu'on voit un petit peu s'il y a des possibilités là-bas dont on peut ou qu'on peut exporter à d'autres régions du pays. Merci. Je suis là pour vous parler d'enjeux qui concernent les Premières Nations. Je m'appelle Nimki Pearson et c'est l'oiseau de feu en Ojibwe. Je suis donc vice-président pour les Autochtones du CTC, deuxième vice-président de la Fédération des travailleurs de Yukon et président de la section locale de Whitehorse. Et en plus, je travaille 8 heures par jour. Alors, nous sommes très, très occupés et nous essayons de mener toutes sortes de luttes en même temps. Mais je voudrais vous parler de deux choses en particulier. Les services postaux et les services bancaires dans les collectivités autochtones. Et comme vous le savez, souvent, ces collectivités existent dans des conditions du tiers-monde. Et c'est un contraste très important par rapport à des villes comme ici. Alors, il y a 6 ans, Poste Canada parlait de réduire le nombre de bureaux de poste dans le Nord. Il y en a 300. Alors, je suis venue à Ottawa. J'ai fait un exposé devant le Conseil exécutif national et nous avons donc envoyé des lettres à l'Assemblée des Premières Nations et aux partis politiques en leur disant de ne pas réduire les services. Il s'agit de collectivités où le bureau de poste est tout à fait essentiel. On se sert du bureau de poste pour recevoir des biens, des produits, des fournitures, des vêtements et même de la nourriture. Dans certains cas, on ne peut pas avoir accès à ces collectivités sauf en avion. Et il s'agit de collectivités très éloignées qui sont très éparpillés. Mais en même temps, ils envoient des fourrures et des produits artisanaux. Et donc, ils se servent des mandats, par exemple, pour payer leurs factures. Ils reçoivent différentes marchandises par la poste. Et le fait est que beaucoup de gens n'ont pas de carte de crédit. Et donc, ce service bancaire postal est essentiel. Alors, grâce aux pressions exercées sur Poste Canada par nous, par le STTP, par les Premières Nations, etc., Poste Canada a agi correctement. Ils envisageaient d'exécuter certaines compressions et d'offrir un service informatique dans certains cas. Et Poste Canada a décidé de ne pas réduire les services. C'est grâce au STTP et à nos alliés. Alors ça, c'est un petit peu... ça vous donne une idée du caractère essentiel du bureau de poste dans le nord du Canada. Maintenant, je voudrais parler des services bancaires. Moi, j'ai mené un petit sondage. Je suis allée dans le nord du Yukon et mon premier arrêt, c'était Parley Cross. Et je suis arrivée dans le bureau de poste pour une opération et j'ai dit aux travailleurs, où est la banque? Et elle m'a dit, c'est la porte à côté. J'ai dit, mais qui s'en occupe? Et elle m'a dit, c'est moi. Et elle m'a dit, le lundi, le mercredi et le jeudi, c'est le bureau de poste. Et le mardi et le jeudi, c'est la banque. Alors ensuite, je suis allée vers le sud, à 100 km de là, dans une localité qui s'appelle Cross River. Et il y avait 2 panneaux devant le bâtiment, bureau de poste et ensuite banque TD. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et
Parce que dans le même petit bureau qui était tout petit, d'un côté, il y avait le système de points de vente et de l'autre côté, la banque TD. Alors, on pouvait avoir les deux services en même temps. Donc, j'ai acheté des timbres et j'ai également demandé à faire une opération bancaire et elle m'a dit non, je ne peux pas le faire parce qu'on m'a dit de ne pas le faire. Je pense qu'ils savaient que j'allais arriver. En tout cas, ensuite, je suis allée à Faro, qui est un bureau de la CMPA. Je suis allée voir les gens là-bas et la dame m'a dit qu'ils n'avaient pas de service bancaire, mais qu'ils étaient juste à côté d'une banque. Et elle a parlé des compressions et la réduction du nombre de bureaux de poste, la réduction des heures et l'impact sur la collectivité. Ensuite, je suis allée à une localité à 300 km qui s'appelle CarMax. Et là, c'était dans un petit magasin, le bureau de poste. Et j'ai dit, comment est le service postal? Et elle m'a dit, je suis une petite franchise, je viens d'ouvrir. Et je lui ai dit, est-ce que ce n'est pas au bureau du conseil de bande? Et elle m'a dit oui au départ, mais Post Canada n'était pas d'accord et donc il a été décidé qu'ils ne pourraient plus travailler ensemble. Donc elle a assumé la responsabilité du bureau de poste. Mais le mardi et le jeudi, elle doit aller au bureau du conseil de bande pour faire les opérations de TD. Alors, c'était ça ma tournée. Je suis partie à 5 heures du matin. Je suis rentrée chez moi à 9 heures du soir. Et c'était très productif. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appelé Old Crow. C'est une petite localité accessible par avion dans le nord, où la situation est vraiment grave pour les résidents. Et j'ai demandé au maître des postes qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a dit, bon, je travaille pour le magasin du Nord. Je travaille au bureau de poste et je m'occupe des opérations bancaires pour les Premières Nations. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Ensuite, j'ai appelé Burwash et Burwash Landing est dans le sud du Yukon et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Et elle m'a dit vous savez, moi je peux m'occuper des opérations bancaires et des services postaux en même temps. Et j'ai dit mais comment? Elle m'a dit je suis ouverte 5 jours par semaine le matin, donc elle fait les deux en même temps et par conséquent ça me permet de faire la transition vers autre chose. J'ai décidé à ce moment-là d'aller dans le nord de la Colombie-Britannique. J'ai appelé Biscuit et elle m'a dit « Mais comment ça va au bureau de poste? Est-ce qu'il y a des opérations bancaires ?» Elle m'a dit « On n'en a pas. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Elle m'a dit « Le bureau du conseil de bande fait ce qu'il peut, mais quand c'est quelque chose de majeur, on doit faire 500 km de route pour trouver la banque la plus proche. » Et elle m'a dit c'est un peu comme Telegraph Creek. Alors, j'ai appelé Telegraph Creek. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit bon, ils ont le bureau de poste, mais on ne peut pas s'occuper de mandat poste, on ne peut pas s'occuper de MoneyGram, etc., parce qu'ils n'ont pas d'Internet. Et donc, c'est un service vraiment de base et les opérations bancaires posent vraiment problème. En raison des fermetures, et notamment la fermeture de Dease Lake. Ça, c'est un bureau de la CMPA. Alors, j'ai appelé Dease Lake. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Elle m'a dit, le toit est en train de s'effondrer. Mais qu'en est-il des opérations bancaires? J'ai dit. Et elle m'a dit, vous savez, la banque TD a fermé il y a 2 ans. Et ça a vraiment causé des problèmes pour les résidents. Et j'ai dit, lesquels? Elle m'a dit, vous savez, le magasin encaisse les chèques pour ceux qui en ont besoin. Elle m'a dit, oui, ils encaissent les chèques du gouvernement, les chèques de la bande. Et quand on parle de chèques du gouvernement, ce sont des chèques d'assurance, emploi ou d'assistance sociale. Et j'ai dit, c'est pas si mal. Elle m'a dit, non, vous savez, 10 15 20 Alors, quand quelqu'un arrive avec un chèque de 1 000 $ et on lui prend 20 %, c'est beaucoup d'argent pour une famille qui dépend de ce revenu. Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités d'expansion et je voudrais aborder brièvement la question des contrats
qui ont été conclus avec la banque TD dans le nord du Yukon, entre autres. Il y a une dizaine d'années, Northern Services a été dissolu et je suis passée par d'autres personnes que j'avais rencontrées précédemment et j'ai parlé à une personne qui m'a dit « Écoutez, c'est moi qui ai établi le contrat. » Je dis « Mais quel contrat ?» Elle m'a dit « Au Yukon, la banque la plus proche, c'était la TD. Donc, on a conclu une entente avec la banque TD. » Et donc, on s'occupait des Premières Nations. On prenait le bureau de poste, on parlait de la possibilité de partager le local et de partager le temps du travailleur pour s'occuper des deux opérations. Et cela a été installé donc comme à Ross Valley et à Old Crow. Et dans le magasin du Nord, c'était un peu différent. Là, ce qu'ils ont fait, c'est s'entendre que dans les magasins Northern Store et chez les Premières Nations, qu'on installerait le bureau de poste et puis on partagerait le coût une fois de plus. Sauf que le scénario différait dans ce sens que le Northern Store est responsable des pertes et non pas la personne qui travaille au comptoir, derrière le comptoir. Et on a parlé un peu de l'orientation de ce service parce que ça montre que c'est faisable et que ça a été fait même s'il n'y a pas eu de nouvelles signatures de contrat. J'en parlais à quelqu'un à la CMPA hier qui disait que ça n'existe plus dans leur bureau. Lorsqu'on parle des services bancaires par la poste, les gens, surtout dans le Nord, on parle de ces collectivités et les conditions là-bas sont tiers-mondistes. Le logement est inadéquat, l'accès à l'eau potable n'existe pas, alors les services bancaires par la poste, ça va aider les gens dans ces collectivités autochtones ainsi que dans les villes. Le gouvernement du Canada est responsable de la prestation de services postaux abordables ainsi qu'aux services bancaires abordables aux Premières Nations. Et je pense qu'on peut faire mieux. Post Canada et le gouvernement doivent faire ce qui s'impose, encore une fois, et être là pour mes gens. Et enfin, j'aimerais dire pour terminer que je vous dis merci. Je vous remercie donc et dans toutes les langues, y compris le langage des signes gestuels. Merci encore une fois. Thank you, Ron, for... Merci, Ron, d'être venu et d'avoir partagé avec nous votre expérience des services bancaires et de la situation des Premières Nations du Yukon. C'est important lorsqu'on parle des services bancaires et de changer la situation. C'est bon que les gens aillent voir sur le terrain ce qui se passe au niveau de l'accès aux services bancaires et aux services postaux à travers les autres communautés du Canada. Merci pour tout cela. La période des questions est ouverte. Avez-vous des questions ou des commentaires sur la banque postale, la banque sociale et comment lutter pour que cela devienne réalité? Alors, le débat est ouvert. Le confrère de l'Australie. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. C'était très bien. J'ai une question sur les prêteurs usuriers, prédateurs. Bon, voici ce qu'on va faire à mon retour en Australie pour notre manif là-dessus. Vous disiez comment il n'y a pas vraiment de groupe qui appuie ces gens, même du côté de la droite politique. Qu'avez-vous fait contre ces groupes qui sont contre cette manœuvre et pour les rallier à la coalition? Nous sommes encore au début de notre démarche pour rallier les gens. C'était il y a 3 semaines lorsqu'on a décidé de relever ce défi. Alors, il y aura beaucoup de communication avec la communauté. On va inviter les gens à venir discuter
On va y arriver. On va essayer de rallier le plus de gens possible autour de cet enjeu. Et l'autre partie, c'est que le conseil municipal, j'ai oublié de mentionner que, bon, lorsqu'on a même des manifs élargis pour le 28 et le 29, on va inviter les politiciens dans nos collectivités à embarquer. Pour les 20 premiers jours, on va s'organiser et puis après, on va viser nos députés provinciaux et puis on va viser les députés fédéraux. Et je sais que Jeff Watson est de Windsor-Essex, député conservateur fédéral. Donc on va échanger, on va discuter en espérant voir ce qu'on peut faire pour s'organiser dans ce district-là et de rallier tout le monde qui s'oppose à ces prêteurs usuriers, prédateurs. Alors moi j'avais une question, alors c'est pour ce qui va se passer après. Alors peut-être c'est la suite du débat, mais on vient de voir qu'il y avait une très grande possibilité pour une institution financière post-Canada, on va dire ça comme ça, de se présenter, alors je vais dire un mot terrible, sur le marché des gens qui ont des problèmes, des pauvres, des défavorisés, des panhandlers, on va dire comme ça, le mot est assez terrible. Est-ce que dans la suite du travail que va faire CupW, est-ce qu'on va passer un petit peu dans le dur du sujet en proposant un modèle économique, justement, parce que ça va être la grosse question qui va se poser après, la première question qui se pose. Évidemment, vu le réseau et vu les possibilités qu'il y a d'offrir des clientèles, d'offrir des services, il va y avoir une terrible opposition, mais l'opportunité et comment dirais-je, la possibilité réelle de faire ce projet, est-ce qu'il y a un travail qui va être fait dessus? Alors, je suppose que vous allez le faire, mais ce que je voulais savoir, c'était un petit peu l'agenda qui viendrait maintenant par rapport à Alors, vous avez des échéances électorales, si j'ai bien compris. Il y a le travail qui va continuer pour CupW. Il y a le travail avec les associations, avec la communauté, avec les élus. Mais c'était de voir un petit peu si... Je pense que ça sera dans le projet, mais voir un petit peu comment on se projette. Alors, peut-être c'est trop tôt pour ma question, mais bon, voilà. Mais on peut réserver la question. J'ai pris en note. Puis après ça, quand on aura terminé cet aspect, peut-être plus l'aspect, au niveau social, on abordera cette question-là. D'ailleurs, je voulais toucher à cet aspect-là dans comme on dit, dans la conclusion là, de la conférence comme telle. Donc, mais par rapport aux présentations qui ont été faites, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Comme moi, j'en ai une pour Isabelle, parce que dans le fond, tu nous as... il y a comme je vais utiliser le mot contradiction. Les gens veulent faire le travail au niveau, par exemple, de ce que vous appelez les commerciaux, veulent faire le travail, mais en même temps, il y a comme cette pression là, de la part de l'employeur qui exige encore plus de production puis de productivité. Comment, syndicalement, avec les membres, vous confrontez cette situation-là? Parce que les gens se disent, bon, je m'en vais dans le secteur commercial, mais là, c'est un peu, ça va être extrêmement difficile. Il y a une pression psychologique, il y a le contact avec le public. Comment vous avez traité cette question-là, autant à toi qu'à Nicolas, peut-être, là, parce que ça peut être un aspect important qui touche les gens là, comme tel? Bon, ce qu'il faut savoir au départ, les gens, certaines personnes sont allées sur le commercial aussi un peu contraints et forcés parce que leur service qui n'était pas commercial a été supprimé, donc ils ont été réorientés sur du commercial. Donc ce n'étaient pas des commerciaux à l'origine. Et donc, syndicalement, ce qu'on fait, c'est que, j'en ai vaguement parlé, on négocie des accords pour améliorer leurs conditions de travail à l'intérieur du commercial. C'est-à-dire, sur les objectifs, on essaie que ce soit des objectifs collectifs, non individuels, pour qu'ils aient moins de pression. Il y a ce changement de management. On a travaillé syndicalement et on travaille encore, on n'est pas arrivé au bout, pour que les managers soient plus humains, intègrent le fait de manager humainement les gens, pas toujours combien, plutôt en les aidant, en leur donnant des outils
pour pouvoir produire sans être stressé. Et également, sur l'évolution professionnelle, il y a aussi ce travail syndical qu'on essaie qu'il puisse avoir une évolution professionnelle à l'intérieur du réseau commercial. Et des garanties, oui, il y a la garantie de l'emploi, c'est sûr, mais c'est pas suffisant. Et ces histoires, le problème de la formation aussi. On a aussi beaucoup travaillé sur la formation pour qu'ils soient plus à l'aise. Et notre gros problème, ça reste ce management par la pression qu'il faut absolument qu'on casse et qu'on arrive à ce que les commerciaux puissent travailler dans des bonnes conditions, ne soient pas stressés, puissent faire leur travail, ne pas vendre... il y a des campagnes commerciales, des fois, on les oblige presque à vendre des produits qui ne correspondent pas aux gens, parce que c'est la campagne. Donc il faut aller aux besoins du client, rendre service aux clients, leur vendre quelque chose, mais sans leur vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est ça notre bataille syndicale. Si, Nicolas, tu veux rajouter quelque chose ? Non, il y a toujours eu, depuis la création, on va dire, des services financiers et l'aspect commercial, le service marchand, on va l'appeler comme ça, il y a toujours eu une espèce de tiraillement chez l'employé. Au début, on est des agents du service public, on est dans une majorité, on était très longtemps majoritaire des fonctionnaires, et évidemment, il y a un tiraillement entre la mission de répondre à la clientèle qui vient et qui a un besoin très divers, hein, ça peut être un besoin social, un besoin de place du patrimoine, etc., et la pression qui va orienter plutôt vers des opérations purement commerciales. Mais ça, on le connaît un peu tous dans toutes les opérations de service, tous les services au guichet et ces choses-là. Voilà, c'est tout. Sister? Consoeur. Bonjour, je suis Bev Ray. Je travaille pour le STTP et je suis en fait d'Edmonton. J'ai trouvé cela intéressant en écoutant les différents conférenciers cette fin de semaine parce qu'il y a cette idée qui revient constamment, à savoir la relation entre le fait que le gouvernement crée des services tels que les services financiers postaux et l'impact sur la couverture sociale pour tous les Canadiens. Isabelle, j'étais curieuse. Vous avez parlé de la crise financière et de l'impact ou des répercussions sur les couches les plus vulnérables ou les membres les plus vulnérables de vos collectivités et le fait que le service bancaire offrait plus de soutien, par exemple l'information aux plus nécessiteux et en les orientant vers le logement social. Et cela semblait être la responsabilité historique du gouvernement, surtout au Canada. Je me demande si votre gouvernement offre des fonds supplémentaires pour les employés qui travaillent dans ce réseau de services postiers de détail pour offrir ce genre de soutien et pour offrir ces services aux particuliers. Voilà ma première question. Et j'avais également une question pour Ken Lewenza, parce que je suis vraiment intrigué par cette idée de s'attaquer aux prêteurs usuriers prédateurs, parce que je sais qu'à Edmonton, il y a un an, il y avait quelqu'un qui s'appelait Peter Fate du Conseil de planification urbaine d'Edmonton qui envisageait la création d'un prêt ou d'un service de prêt coopératif pour les gens qui seraient délaissés par les grandes banques. Je suis vraiment curieuse d'avoir plus de renseignements sur ce que Unifor fait à ce niveau, parce que je trouve que ce serait une excellente façon de continuer à promouvoir l'idée des services bancaires postaux à travers le Canada. Merci. Isabelle. Alors, en ce qui concerne le service appui qu'on a créé, là, c'est une mise en relation avec les services concernés. Donc, ce n'est pas nos postiers qui répondent directement sur le logement, mais ils les mettent en relation avec le service logement concerné. Et par contre, on n'a pas d'aide, c'est une initiative de la Banque postale, de la Banque citoyenne pour être plus proche des gens en difficulté. C'est une politique interne à la banque, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. La seule prestation que nous verse le gouvernement, c'est pour le livret A, où on a
une subvention tous les ans. Et cette subvention, comme le livret A l'a dit hier Nicolas, est distribuée maintenant dans toutes les banques. Donc cette subvention l'amenuise. Et comme l'État français essaie de faire des économies sur tous les niveaux, donc sur tout ce qui est service public et service universel qu'on doit nous offrir aux citoyens français au niveau de la Poste, et les subventions que nous donne l'État s'amenuisent d'année en année, et cette année ils vont encore s'amenuire au niveau de la presse, de la distribution de la presse, et au niveau du livret A, on va avoir des subventions en baisse qui vont nous perturber encore. Et l'obligation qu'on a, c'est sur le microcrédit, puisque l'organisme, le Crédit Immobilier de France, qui faisait cette prestation, a fait faillite. Donc, ces deux banques principales qui le distribuent, c'est la Banque Postale et la Caisse d'épargne. Et actuellement, ça fait un an que c'est mis en place, et a priori, ça serait nous qui en ferions le plus. Les gens se tourneraient plus vers nous que sur la Caisse d'épargne. Évidemment, les banques ne se sont pas ruées dessus pour faire du microcrédit, puisque c'est toujours de l'aide aux plus pauvres. Donc là-dessus, on nous laisse quand même des parts de marché assez importantes. Brother? Confrère? Ken d'abord. Il y a une chose que je voudrais clarifier, à savoir le rôle d'Unifor et même de la communauté des travaillistes. L'idée de faire des vagues, c'était en fait de penser au rôle des travailleurs pour faciliter la démarche sur le terrain. Par exemple, il y a beaucoup de bonnes organisations à travers le Canada qui font un excellent, merveilleux, avec très peu de ressources. On doit discuter de la façon d'appuyer ces travailleurs à la base et comment les écouter. Le débat a lieu aujourd'hui au sein du Congrès du travail du Canada sur le rôle du syndicat. Il s'agit en fait d'écouter les gens dans les collectivités sur les meilleures méthodes pour riposter et de penser au partage du pouvoir. Au niveau de base, on a des membres du STTP qui travaillent avec les membres d'Unifor et avec les enseignants. Et en ayant ce niveau de collaboration, où le syndicat facilite la démarche, je voudrais juste être clair que Unifor a consacré beaucoup de ressources au cours des 2 dernières années à cela, mais il s'agit de trouver un modèle. Vous parlez des autres groupes qui contestent cette initiative. L'idée clé ici, c'est qu'il y a des moments dans le temps, et je donne à ces groupes-là tout le crédit pour le travail qu'ils ont fait, en soulignant ce travail pour la justice sociale. En faisant notre recherche, nous avons appelé certains de ces groupes pour les féliciter pour le travail fait dans les collectivités telles que Ecoin, l'un de ces groupes-là. Mais la réalité actuelle, c'est que les liens et le niveau d'intérêt est maintenant évident. Dans le passé, c'était vu comme une question de pauvreté, mais maintenant que tous les travailleurs s'unissent pour dire que c'est un enjeu plus grand, plus on peut rallier les groupes autour de cet enjeu, mieux ça augmente nos chances de gagner. Confrère. Oui, merci beaucoup pour les présentations. Je m'appelle Kevin Scarrett et je m'implique dans une organisation locale qui s'appelle Solidarité contre l'austérité. Et j'ai une question pour Isabelle. Je m'intéresse à l'attitude et les actions des banques françaises et les institutions financières en France à l'égard ou à l'envers de la Banque postale, même au niveau parlementaire et politique. Parce que j'imagine, on connaît ici au Canada, les banques sont très, très puissantes et actives dans le monde politique. Et si on va pousser pour une banque postale, j'imagine on a un grand défi à cet égard. Thank you. Donc, la Banque postale n'est pas pour l'instant une concurrente aux autres banques parce qu'on est une petite banque et
jusqu'alors, on peut dire qu'on a rendu service aux autres banques puisqu'on s'est occupé d'offrir un service public aux plus défavorisés. Et ce qu'on fait, nous, aucune banque ne veut le faire. Aucune banque, il n'y a pas de concurrence. Hein. Les services qu'on offre, le livret A, l'aide qu'on offre aux plus défavorisés, les prestations sociales, ça rapporte... ça rapporte pas du chiffre d'affaires à la banque, donc personne, on est en concurrence avec aucune autre banque là-dessus. Par contre, où la concurrence va s'accentuer, c'est sur le développement qu'on fait sur le crédit, parce qu'on a été là avec la crise des crédits depuis 2008, on était très très bien placé, la Banque Postale, sur les taux qu'on a proposés aux clients, et on a fait beaucoup de rachats de crédits aux banques. Mais on est une petite banque, donc on leur a pas fait une concurrence énorme jusqu'alors. Et comme le disait hier Nicolas, souvent quand on fait une offre de prêt à des clients qui sont dans les banques, même si on a des taux très compétitifs par rapport à la banque elle est prête à perdre de l'argent pour récupérer son client. Et aussi, le problème qu'on avait beaucoup, c'était on faisait le prêt au client, mais on ne l'équipait pas. Donc on est souvent la deuxième banque. Le client moyen et plus patrimonial, on est souvent sa deuxième banque. Ils viennent chercher chez nous ce qui est intéressant, par exemple un crédit à taux intéressant, et après ils vont retourner faire des placements dans leur banque, etc. Donc ça, on a encore beaucoup de mal à fidéliser et à vendre des produits à valeur ajoutée à nos nouveaux clients. Donc bon, c'est vrai qu'on est une petite banque, on est en croissance ascendante, mais pour l'instant, on ne fait encore pas peur aux grosses banques. Elles sont européennes, internationales, donc on est vraiment une petite banque, puisqu'on est une petite banque française, donc on ne leur fait encore pas beaucoup de concurrence à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, si on continue notre pente ascendante, on pourra être une plus grosse banque. Donc, on va aller maintenant à Internet, nos confrères et consoeurs qui nous regardent. Donc, une question de Francis de Montréal qui veut savoir par rapport à Isabelle, poser la question. Jusqu'à maintenant, comment vous faites pour balancer, équilibrer la question du côté social et du côté banque-profit? Comment vous balancez les deux, d'une certaine façon, en termes de travail, probablement? Merci pour la question. Donc, en termes de travail, c'est les mêmes. Hein. C'est nos collègues, nos postiers du guichet qui traitent... le commercial se fait au niveau du guichet pour les opérations simples, et pour les opérations complexes, placement, assurance vie, crédit, assurance automobile, décès, prêt à la consommation, tout ça, ça se fait par des experts. Et donc tous les gens, le côté social se fait plus au niveau du guichet et au niveau des centres financiers où il y a des services clients qui se sont créés. Il y a des grandes plateformes téléphoniques où, par appel téléphonique, ils traitent ces clients-là. Mais nos conseillers spécialisés traitent aussi ces clients-là parce que c'est, par exemple, sur le microcrédit, les gens qui veulent un microcrédit, ils passent par des experts aussi. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de différence entre les pauvres et les riches. Enfin, on traite tout le monde de la même façon, sauf que ceux qui ont des besoins plus spéciaux, ils vont sur des spécialistes, et que les opérations simples se font plus au niveau du guichet et au niveau des plateformes téléphoniques. Mais ça pose pas ça pose pas de problème pour l'instant. C'est vrai, au niveau du résultat d'exploitation, oui, mais pour l'instant, on traite tout le monde pareillement. Puis heureusement d'ailleurs, et syndicalement, on le défend. Sister. Consoeur. Lorsqu'Isabelle a parlé de la formation et des difficultés rencontrées au niveau de la formation qui était inadéquate, ça semblait être ce qui se passe ici beaucoup.
à Post Canada, lorsqu'on a de nouvelles initiatives, on découvre toujours que la formation n'est pas adéquate, ne suffit pas pour avancer. Et on a eu une banque au Labrador, et c'était là de 1995 jusqu'à l'année écoulée. Il y a plusieurs années, la Banque de la Nouvelle-Écosse, c'était une banque à Nain, et il y a plusieurs années, la Banque de la Nouvelle-Écosse a décidé de sortir de Nain, mais n'est pas sortie de Nain, et la Banque de la Nouvelle-Écosse a plutôt demandé à la communauté de venir et a doublé le nombre de ses clients. Donc, ce que cela a créé, c'est toutes sortes de problèmes. Parce que Post Canada n'a pas renouvelé de contrat avec la banque pour augmenter les heures des services bancaires. S'il y avait 3 heures de services bancaires par jour, ça n'a pas été augmenté. Là, on avait nos employés, les membres de notre syndicat, qui étaient en fait submergés, dépassés, et les clients n'étaient pas contents parce que le nombre de clients avait doublé, alors que les heures de service n'avaient pas changé pour servir ces clients. Donc, pour l'avenir, j'espère qu'on pourra trouver une solution à cela et qu'on ne revivra pas ce problème à l'avenir. Que chaque banque, que ce soit dans une région du Nord ou dans une région centrale du Canada, que ce ne soit pas la même solution appliquée partout. Parce que les besoins divergent et les défis varient et on va devoir les relever. On espère pouvoir avancer, mais en faisant les choses différemment. Merci. Oui, à la Banque Postale, bon, c'est un peu différent puisque bon, la banque a été créée, elle vit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on on a transféré du personnel qui était à l'origine des guichetiers, qui faisait des opérations simples, qui vendait des timbres, qui envoyait des colis, qui faisait des retraits et des dépôts d'argent, des mandats, des choses simples. Et on les a convertis vers le commercial. Et on va encore le faire plus au niveau des guichets. Et donc ces commerciaux, c'est-à-dire on va passer à 50% des postiers du réseau sur du commercial. Donc on en est à 23% maintenant. Donc ces 23%-là, on les a formés. C'est vrai qu'au départ, on les a mal formés, mais syndicalement, on s'est battu pour qu'ils aient la formation adéquate. Et donc tous les 2 fois par an, on a des bilans qui sont donnés aux syndicats sur les formations qui sont dispensés au personnel. Et il y a des programmes de formation et on insiste pour demander telle et telle formation, et d'où la création de cette école de la banque pour que les gens soient encore mieux formés. Et surtout, la grosse chose qu'on a faite, c'est on a négocié un accord quand les gens changeaient de métier, qu'ils puissent avoir une formation en amont, qu'on ne les mette pas sur leur position de travail comme ça sans formation, ou alors avec des documents, parce que la nouveauté aussi, c'était le e-learning, faire de la formation sur son poste de travail, sur un nouveau produit. Bon, ça, on se bat aussi pour que ça soit fait au minimum, pour que les gens puissent acquérir la formation tranquillement, dans une pièce, dans un univers vraiment d'école de formation, pour qu'ils puissent acquérir leur formation tranquillement. Comme les produits évoluent et les produits, ils en vendent de plus en plus, donc ils essaient souvent de nous faire de l'e-learning ou de donner des notes pour que les gens ils apprennent ça vite fait, bien fait, rapidement. Et ça, syndicalement, on s'est battu là-dessus et ça commence à porter ses fruits. Et donc, les gens sont quand même mieux formés. Bon, c'est pas encore le top, mais au niveau de la formation, on obtient un peu plus qu'avant et on continue à se battre pour que les gens soient vraiment bien formés, qu'ils ne soient pas dépourvus devant le client et qu'ils ne fassent pas non plus en même temps que faire leur travail. Je ne sais pas si j'ai répondu. Quand vous aurez créé cette banque postale, comme vous le disiez, madame, c'est très important
que les postiers soient bien formés pour qu'ils puissent être vraiment à l'aise dans leur travail. Ça, il faudra vraiment syndicalement que vous axiez sur la formation, parce que ça peut vraiment causer du mal-être au postier qui devient commercial s'il n'est pas à l'aise pour proposer ses produits aux clients. La formation, c'est vraiment très très important. Quand on change de métier, c'est même primordial. You? J'ai une question et une déclaration. Ma déclaration, c'est que il semble qu'il n'y a plus de frontières. Nos enjeux sont les mêmes, que ce soit la livraison du courrier ou le changement des dates de livraison ou le fait qu'on écourte la période de livraison ou la fermeture des succursales ou les problèmes avec les services bancaires ou les problèmes politiques. Ce sont les mêmes. Je suis à ma première conférence et j'ai les yeux ouverts. Je suis ravi d'être ici. Ma question, c'est pour vous, Ken. Ces prêts usuriers et prédateurs, avez-vous des organismes aux États-Unis? Connaissez-vous des organismes aux États-Unis qui s'attaquent à ces prêteurs usuriers? Pas à ma connaissance encore, mais comme je l'ai dit, on mène nos travaux de recherche. Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires et pour l'instant, je n'en connais pas, mais je crois qu'il devrait y en avoir. La situation là-bas est si pourrie que je suis sûr qu'il devrait y avoir des organismes qui travaillent contre cela. Et on voudrait collaborer avec ces groupes-là. Ce que j'ajouterais, c'est le problème politique. Nous avons le droit de créer une banque. Mais on a le même problème qu'au Canada, avec la résistance des administrateurs des postes. Nous, on essaie de changer les choses par la politique, mais le Parti républicain lutte contre nous bec et ongle, ne croit pas qu'on devrait avoir une organisation qui puisse servir les personnes mal servies. Ils ont fermé 1200 banques en milieu urbain depuis quelques années. On est dans chaque code postal aux États-Unis. Dans chaque coin des États-Unis, on a le droit de le faire, tout comme au Canada. Et le fait d'avoir assisté à cette conférence m'a vraiment ouvert les yeux et je vous en remercie. À propos des États-Unis et de vos options, je suis loin d'être un expert, mais je pense qu'au Vermont, on est en train de faire des choses intéressantes, par exemple avec les caisses de crédit, où on se sert des caisses de crédit comme mécanisme pour le paiement, pour en fait financer certains investissements sociaux que les gens souhaitent. Donc, à l'avenir, avec ce concept de services postaux bancaires, il faut essayer de voir comment on peut faire à ce que cela profite au grand public en investissant dans un service public. Et ce réinvestissement profiterait à la société au lieu d'aller dans les poches de l'élite. Hugh. Ma question s'adresse à Ron Russo. Premièrement, Ron, j'aimerais vous remercier de votre discours éloquent qui décrit le manque d'infrastructures dans les communautés autochtones. J'ai une question concernant l'avenir. Si les banques postales existaient dans les communautés autochtones, pensez-vous que cela aiderait les communautés à améliorer leur situation, devenir plus prospères? Est-ce que ça permettrait aux Autochtones de prospérer? Vous savez, il y a plusieurs choses associées à cela. Je crois que les prédateurs, ceux qui exigent des commissions très élevées pour encaisser un chèque, ne pourront plus le faire. Et je crois que nous, dans les banques postales, on pourra faire un meilleur travail que les grandes banques. Depuis un an, avec un taux préférentiel de 3,5 %, nous, on payait 6 %. Et il y a un an, ça a augmenté à 15 %. La seule raison pour cette hausse, c'est le besoin de profit. On a vu que les grandes banques font d'immenses profits. Et on parle également de réinvestir dans nos gens les plus démunis. Et je crois que post-Canada, le gouvernement devrait aider les Premières Nations et ceci est une bonne étape.
J'aimerais parler un peu de la taille du Canada. Isabelle vient ici de la France et moi j'ai parcouru la même distance pour venir ici. Et moi j'ai traversé seulement 2/3 du pays. Alors quand on parle d'une banque postale et de la pérennité des bureaux de poste, tout dépendra des subventions du centre vers les régions éloignées. Un timbre deviendra $1 et j'espère que nous, on continuera à payer $1 dans les régions éloignées. J'espère que ces services banquiers nous permettront de maintenir ces services. Sinon, I want to thank the three speakers. Sinon, j'aimerais remercier les 3 panélistes de leur présentation. Merci beaucoup. Un petit cadeau. Pour adresser, entre autres, la question de Nicolas. Donc, je pense que c'est une question intéressante. C'est la question que le Conseil exécutif national du syndicat. Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, au niveau du STTP, au niveau du service postal, c'est la même chose pour la CMPA, qui parlait de la réduction des heures, la fermeture. Donc, on est attaqué sur tous les fronts. On est attaqué sur le fond de la transformation postale parce que l'employeur est arrivé avec une nouvelle technologie qui élimine des emplois. Donc, on lutte pour maintenir les emplois et éliminer les effets défavorables de la nouvelle technologie. Post Canada, lors de la négociation, nous a attaqué directement sur les salaires, les avantages sociaux, le fonds de pension, et ont eu l'appui du gouvernement directement pour nous retourner au travail et nous forcer à continuer d'une certaine façon une négociation sur laquelle nos membres ont voté. Et après ça, toute la pression qui a été exercée par Post Canada en utilisant, entre autres, le fonds de pension en disant on s'en va dans un déficit, on ne pourra plus payer, on n'aura plus d'argent pour fonctionner, a été un autre élément. Et tout l'appui des grands médias que Post Canada a reçu depuis le document ou l'étude du Conference Board en avril 2013 qui disait que la seule voie au niveau de Post Canada était de couper les services. Et couper dans les services traditionnels de Post Canada, c'est-à-dire au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la livraison à domicile, au niveau de la livraison, de la fréquence de livraison, au niveau des comptoirs postaux et au niveau encore de tout ce qui est relations de travail. Donc, on est, au niveau des postes, on est attaqué de différentes façons et on le voit là, concrètement avec le plan que Post Canada a mis de l'avant, ce qu'on appelle le plan en 5 points, qui dit bien, il faut éliminer la livraison à domicile, il faut augmenter le prix du timbre d'une façon usurière, il faut ensuite transférer dans le secteur privé les comptoirs postaux, ensuite il faut achever la mise en place de la nouvelle technologie et pour la prochaine négociation, on va encore attaquer les conditions de travail en ayant l'appui du gouvernement, parce que le gouvernement fédéral a passé une loi l'an dernier, le projet de loi C-60, qui dit que le Conseil du Trésor va donner le mandat de négocier à Post Canada, quel mandat de négociation, et que le Conseil du Trésor va être assis à la table de négociation. Donc, on voit la collusion entre le gouvernement et Post Canada, et nécessairement, comme quelqu'un vient de le dire, c'est une lutte politique. C'est une lutte politique du début à la fin quand on regarde la situation dans laquelle on est. Et par rapport à ça, le Conseil, comme notre Conseil exécutif national, a adopté un plan d'action. Un plan d'action qui essaie de mener la lutte politique avec les partis politiques qu'on rencontre, mener le débat à la Chambre des communes. Et nécessairement, si on ne réussit pas à la Chambre des communes, on sait qu'on va aller dans la prochaine élection et on est très impliqué, c'est évident. Ensuite, la question
de comment on peut stopper, par exemple, au niveau de la livraison à domicile qui va toucher, si ça se réalise dans les 5 prochaines années, de 6 à 8 000 emplois. Donc là, on fait un travail concret avec les municipalités au niveau du pays pour essayer de bloquer. Parce qu'une des grandes faiblesses du projet de l'employeur, c'est d'avoir agi unilatéralement sans aucune consultation avec personne, des consultations privées. Donc là, pour les municipalités, pour elles, le changement est important parce que ça va changer au niveau de la cartographie de la municipalité. Donc, les municipalités veulent être consultées. Et nécessairement, c'est ce qu'on a, on a des pétitions et on rencontre les gens, on fait du porte-à-porte, nos membres font du porte-à-porte. On a des présidents ici et des directeurs nationaux de sections locales, de régions qui ont organisé des journées. Et d'ailleurs, il y en a qui s'organisent dans les 2 prochaines semaines, le 3 mai et le 10 mai encore, des visites au niveau de la population. Donc, pour nous, au niveau des municipalités, c'est très important parce que si on réussit à faire en sorte que les municipalités disent on veut consulter, on va bloquer le processus parce que légalement, c'est extrêmement difficile à bloquer parce que le gouvernement fédéral a le droit d'exproprier au niveau, par exemple, des emplacements pour mettre ces boîtes. On le conteste, mais c'est une réalité avec laquelle on est confronté. Comment on peut légalement bloquer l'employeur et nécessairement, on s'en va dans un congrès là, de la Fédération canadienne des municipalités à la fin mai, début juin, auquel on va participer. Donc, et après ça, hier, on parlait de comment on pourrait construire cette coalition de tous les groupes concernés. Donc, il faut construire une coalition des alliés. Donc, on a l'allié, le mouvement ouvrier derrière nous, parce que le mouvement ouvrier comprend qu'effectivement, le service postal fait partie d'une stratégie de changement, mais il faut aller chercher les personnes qui représentent, par exemple, les groupes, les personnes âgées, les personnes ayant des limitations fonctionnelles et les groupes qui sont directement touchés. Mais on a aussi, je pense, à notre niveau, l'unité, un peu comme aux États-Unis, on a l'unité du mouvement ouvrier, c'est-à-dire on a tous les groupes qui sont syndiqués à Poste Canada sont ensemble dans cette lutte-là. On est ensemble parce qu'on comprend l'impact que ça va avoir. Et en même temps, on essaie de développer notre vision parce que la question des banques fait partie de notre vision de l'avenir. Et on a développé disons, face à Poste Canada qui parle de coupure, nous, on a développé la question de l'expansion des services. On a dans le fond, notre vision de l'avenir qui s'inscrit dans « Il est le temps d'améliorer le service postal public pour tout le monde ». Et ça inclut la question des services bancaires. Et là-dedans, on parle des tarifs postaux équitables, d'une livraison accessible, parce qu'on dit Poste Canada qui a été rentable pendant 17 des 18 dernières années. Donc, une fois qu'elle sera autosuffisante, en bloquant la livraison à domicile, on peut retourner à la livraison à domicile. Et on a vu depuis hier comment le contact avec les citoyens et les citoyennes, le contact quotidien, est un point fort de notre vision du service postal. Maintien des bureaux de poste, je pense, corporatif, avec des heures raisonnables de travail, pas des heures dans lesquelles ils sont inaccessibles. Donc, raccourcir les heures pour forcer d'aller dans les entreprises du secteur privé. Et les services bancaires s'inscrivent dans cette vision-là. Mais on sait très bien que les services bancaires, comme l'ensemble de cette lutte-là, c'est une lutte à moyen terme. C'est pas demain, mais il faut mettre les différents jalons. Parce qu'il faut... il y a une différence importante ici. Il faut forcer le gouvernement. Il faut forcer le gouvernement à aller de l'avant. Donc, notre stratégie, c'est un peu celle qui est expliquée dans le document que John a produit, c'est de créer ce groupe de travail-là avec le gouvernement pour en arriver à. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des possibilités avec ce qui s'est passé en Italie.
de la façon, dans le fond, la Poste italienne, on dit, mais le gouvernement, avec ses affaires de banque, fait ce qu'il veut. Nous, on va en acheter une banque et développer des services de cette façon-là. Et en même temps, tous les aspects d'un service postal vert. Donc, on veut avoir le débat sur la question dans le secteur compétitif, c'est qui va à la porte? Est-ce qu'il y a 5 véhicules qui vont à la porte ou s'il y a juste un véhicule qui va à la porte? Quand on parle que l'avenir est dans le secteur du colis compétitif, c'est des débats à avoir, mais en même temps, des conditions de travail décentes, un salaire décent et un service postal qui va demeurer public et universel. C'est vraiment la vision qu'on a. C'est le plan qu'on a mis en place qui est issu, en fin de compte, de toute l'expérience qu'on a dans nos luttes là, avec Post Canada. Donc, c'est le plan. Et dans ce contexte-là, le symposium se situe dans ce contexte-là. Donc, on avait produit des documents, on a demandé de faire des recherches sur la privatisation, on a dit le symposium pour avoir les expériences des pays qui ont des banques. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents modèles. On a vu qu'il y a différents modèles et ça, c'est extrêmement important. Et la question à savoir, est-ce qu'on va aller plus loin, développer un modèle, c'est une des questions auxquelles le Conseil aura à répondre, à savoir, est-ce qu'on, avec les expériences, en voyant qu'est-ce qui s'est passé partout dans le monde, est-ce qu'on peut développer, nous, un modèle qu'on va aller et proposer. Mais ce qu'on sait, et ça, je pense que c'est un aspect extrêmement important, c'est ce qu'on sait, c'est que la Banque postale, avec ce volet au niveau de la banque sociale, avec cette façon de voir comment intégrer et répondre à des besoins qu'on voit là, urgents au niveau de la population, je pense que c'est extrêmement important qu'on continue à aller de l'avant parce qu'il y a un besoin qui avait été confirmé par l'étude, mais là, avec les discussions qu'on a avec les groupes, c'est un besoin criant d'avoir une banque postale. Donc, et je pense que la conférence ici, au symposium, nous motive vraiment à continuer le débat et à continuer le débat aussi avec vous, les gens qui ont participé à cette conférence, parce que ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe dans les différents pays peuvent avoir aussi, vont évoluer. Il y a une évolution qui va se faire. Et à partir de cette évolution-là, on est en mesure, je pense, de vraiment aller de l'avant. C'est un peu la réponse, peut-être un peu longue à Nicolas, mais je pense que je voulais aussi avoir la possibilité de donner le point de vue de notre syndicat par rapport à ce que nous, on entend faire. Comme on dit, au STTP, depuis, je pense, 50 ans, au début, il y a un slogan qui a été mis de l'avant dans les années 60, c'était « La lutte continue ». Et je pense que dans le contexte présent, ce slogan-là est encore plus d'actualité. La lutte continue et sur cet aspect-là, on va vraiment là, continuer la lutte. Je ne sais pas si la réponse est suffisante ou s'il y a d'autres personnes dans la salle qui peuvent ou qui veulent ajouter des éléments. Sinon, il est exactement 13 heures. Il y a un repas qui nous attend, mais je voudrais avant de terminer, prendre vraiment l'opportunité là, de remercier les participantes et participants à la conférence. Je pense que c'était très agréable, un débat de qualité. Remercier nos conférenciers et conférencières. Je pense que le partage d'informations, l'ajout d'informations a été un élément majeur qui va nous amener à continuer le débat. La diversité des modèles est un élément extrêmement important. Et d'ailleurs, toutes les présentations qui ont été faites soit se retrouvent déjà ou vont se retrouver sur notre site Web. Donc, si vous voulez, toutes les présentations PowerPoint, elles sont là et probablement qu'avec ce qui va sortir au niveau audio puis au niveau vidéo, encore là, ce sera accessible.
que vous aurez la possibilité d'aller le chercher pour l'utiliser. Donc, remercier nos conférenciers et conférencières, la richesse de leur rapport à ce débat-là sur l'avenir du service postal public universel et en même temps les idées pour continuer. On a déjà des dates de prévues, ce qu'on voit pour des activités où on peut avancer la banque postale. Donc, remercier aussi les personnes qui nous ont suivis en diffusion en direct. Je pense pour nous, c'était comme une première expérience de diffusion en direct, une première expérience aussi pour nos membres, disons, de participer à distance. Donc, c'est quelque chose que on sait que les nouvelles technologies sont là, qu'il faut les utiliser. Je pense les utiliser à bon escient, de faire participer nos membres à cette conférence-là et ensuite d'avoir accès à notre site Web pour revoir ou voir différentes parties est un élément important. Donc, merci aux personnes en diffusion directe. Je voudrais remercier le personnel, les gens qui se sont chargés de mettre en place les éléments de cette conférence-là, parce que ça prend toute une machine pour être en mesure de les aspects techniques, mais les aspects contacts avec les différents syndicats, mettre en place l'ordre du jour de la conférence, ensuite solliciter les différentes participations. Donc, je remercie le personnel du STTP, donc nos membres du SCFP et du SEPB qui ont participé activement. Je pense qu'un succès de conférence est important aussi quand on met la technologie au service du discours, au service des débats. C'est un élément important. Donc, merci et merci aux interprètes français, anglais, langage de signes. Merci, c'est extrêmement important. Merci aux gens derrière avec les machines, avec les appareils et la multitude de fils qu'il y a là. Je me demande comment est-ce qu'ils font pour tout connecter ça, toute la connectique. C'est assez compliqué. Donc, et merci à vous, participants des participants de ces deux belles journées-là. Et pour nous, la lutte continue, c'est évident. Jeudi qui vient, c'est le 1er mai. C'est la fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Je pense, historiquement, c'est une fête extrêmement importante. Il y a des manifestations qui s'organisent partout au pays. Il y en a une à Ottawa, une à Montréal, sûrement à Winnipeg, et Vancouver, et Halifax, et donc partout pour vraiment là, souligner les luttes historiques des travailleurs et des travailleuses, mais en même temps mettre de l'avant notre volonté de changer cette société. Donc, on vous invite à participer à ces activités-là. Participons en grand nombre et bon retour à la maison. On vous invite à rester parce que je pense qu'il y a un repas qui va être servi, donc à discuter, à continuer à avoir de bonnes réflexions. Et merci encore. Et comme on dit, bon retour à la maison. Et nous, au STTP, on a comme une tradition. On termine toujours nos réunions. Les gens vont dire c'est l'image ou c'est le STTP en disant solidarité, solidarité, solidarité. Donc, thank you. Merci. Merci.